Bien, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui à l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois qui nous a conduit à sonder les différents groupes politiques sur leur vision de la décentralisation, ou plutôt sur leur vision de l'organisation des pouvoirs publics dans notre pays, puisque l'un des constats que nous avons formulés sur la base de leurs réponses, c'est précisément qu'il ne peut pas y avoir de décentralisation à l'avenir s'il n'y a pas aussi une forme de déconcentration, c'est-à-dire de renforcement de l'État territorial. Cette démarche que nous avons initiée avec les différents groupes politiques, elle avait été conçue, pensée, décidée d'ailleurs, sous l'égide de mon prédécesseur Thomas Cazenave, qui à un moment où la mission n'avait pas encore été confiée à Éric Woerth par le président de la République de réfléchir à l'organisation des pouvoirs publics dans notre pays, eh bien, avait senti la nécessité néanmoins de faire contribuer, dans le cadre d'un débat public qui pourrait s'ouvrir, l'ensemble des forces politiques de ce Parlement pour essayer de trouver des môles de convergence ou en tout cas des points de majorité possibles sur une évolution de cette organisation des pouvoirs publics et de la capacité des élus locaux à assumer leurs responsabilités, mais aussi à agir avec une certaine latitude, liberté et capacité d'interpréter la loi. C'est donc à l'issue de ce long travail qui nous a amené à élaborer un questionnaire avec un débat au sein du bureau du groupe, des contributions des uns et des autres, et notamment de nos collègues Christine Pires-Beaune et Catherine Couturier, à l'issue aussi d'un délai qui a été donné aux groupes politiques, puis rallongé pour qu'ils puissent formuler des réponses stabilisées, à l'issue d'une relecture par ces groupes politiques de leurs propres contributions que nous leur avons laissées à l'issue de la présentation et des deux débats que nous avons eus ici, qu'intervient donc ce rapport final, qui n'est finalement qu'une étape dans le cadre du débat public qui se noue un peu partout aujourd'hui sur le sujet de l'organisation des pouvoirs publics. Comme vous le savez, la décentralisation, c'est la raison d'être de notre délégation. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'a jamais déserté le débat public depuis l'élan qui a été insufflé en 1982 et 1983 par les lois Defferre. Je dis les lois Defferre car on l'oublie souvent, il y a eu 25 projets de loi en 1982-1983. Projets de loi qui ont permis de supprimer la tutelle préfectorale et d'attribuer d'importants blocs de compétences aux différentes strates de collectivités. Mais avant même le vote des lois Defferre, avant la reviviscence de ce thème d'une organisation du pouvoir public local qui se fasse par un renforcement de ceci, thème qui a commencé à apparaître dans le débat public de façon plus forte dans les années 60-70. Je pense notamment au groupe d'action municipaux d'Hubert Dubedou à Grenoble et à d'autres initiatives. Ce sujet de l'organisation et de la nécessité d'avoir des pouvoirs locaux forts était présent dans la réflexion politique française depuis très longtemps. On peut penser aux considérations, par exemple, d'Alexis de Tocqueville sur la démocratie en Amérique et la comparaison qu'il dressait entre l'organisation des pouvoirs à l'époque, au début des années 1830 en Amérique et en France. Et puis globalement, on peut faire le constat que l'idée de décentralisation est une idée qui relève de ce qu'on peut appeler le libéralisme politique, c'est-à-dire cette idée que le pouvoir est mieux exercé quand il est exercé plus près, mais aussi que dans un certain nombre de situations difficiles, les pouvoirs locaux, quand ils sont organisés, peuvent être de véritables amortisseurs ou même contre-pouvoirs à un pouvoir central. C'est cette philosophie politique aussi qui est celle de la décentralisation. Aujourd'hui, pour nos concitoyens, le fait de confier aux collectivités territoriales des compétences, ou à tout le moins de leur laisser une liberté d'intervention, apparaît comme un moyen d'agir plus efficace et souvent plus adapté. Dans une enquête d'opinion qui a été effectuée en 2020 par l'Institut CSA pour le compte du Sénat, 75% des personnes interrogées appellent ainsi, en effet, à aller plus loin pour plus de liberté locale. C'est dans ce même sondage qu'était regretté un manque de clarté dans la répartition des rôles et des compétences, constat effectué à hauteur de 65% par les répondants, et qui vient nourrir un certain nombre de griefs qui sont parfois faits à l'encontre de notre organisation territoriale.
Les auditions qui ont été conduites par le groupe de travail dont ce rapport est l'aboutissement, auditions qui avaient été réalisées par Thomas Cazenave, sont donc revenues sur le thème de la décentralisation. Elles ont permis de constater que, malgré les réformes successives qui sont intervenues depuis plus de 30 ans, ces critiques à l'encontre de notre organisation territoriale ont fini par peser sur la légitimité même de notre organisation institutionnelle. Le sentiment s'est imposé dans des pans très larges de l'opinion d'une certaine confusion dans la répartition des compétences et des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi entre les collectivités elles-mêmes. Et ce sentiment de confusion, d'enchevêtrement, il vient aujourd'hui nourrir une forme de défiance vis-à-vis de l'ensemble de l'action publique. Certes, la mission temporaire qui a été confiée par notre collègue Éric Woerth par le président de la République sur la clarification de l'action publique territoriale et l'identification de nouvelles pistes de décentralisation constituera, à n'en pas douter, un premier niveau de réponse pour les pouvoirs publics à ce malaise grandissant. Mais pour autant, et comme vous le savez, j'ai souhaité que face à ce travail, qui mobilise néanmoins beaucoup de parlementaires, de façon directe pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne notre collègue Cécile Untermeyer, ou de façon indirecte pour certains d'entre vous qui ont pu être auditionnés ou qui ont pu rencontrer Éric Woerth depuis le début de sa mission, j'ai souhaité que de façon organisée et institutionnelle, notre délégation apporte sa propre contribution aux travaux de la mission d'Éric Woerth. Et nous avons d'ailleurs auditionné ce dernier, vous le savez, le 27 mars dernier, en présence de nombreux collègues. Je vais donc essayer de formuler une forme de résumé ou de synthèse des différentes questions qui ont été adressées, mais de façon très, très rapide, et vous me le permettrez parfois un peu personnelle à ces questions. Ce sont en effet 12 questions structurantes qui ont été adressées à chacun des groupes politiques sur leur vision de l'organisation des pouvoirs publics dans notre pays, au sens large, mais en particulier sur le nombre de strates de collectivités territoriales, sur l'intérêt de la différenciation, sur l'extension et la capacité à étendre le pouvoir réglementaire local, sur l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, sur la place de l'État déconcentré, encore sur les outils de participation citoyenne et la nécessité de leur donner un cadre constitutionnel ou législatif renforcé. Nous avons reçu, à l'issue de cette consultation, 9 contributions écrites et ce rapport sera essentiellement constitué du texte et du verbatim de ces contributions. J'en profite, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour remercier nos administrateurs, Renaud Maurice, Olivier Perraudot, ainsi que Colline, notre stagiaire, pour la mise en forme du rapport, pour leur patience aussi dans la réception et le traitement des différentes réponses, et pour remercier l'ensemble des groupes politiques qui ont répondu de façon souvent claire et toujours documentée aux différentes questions qui ont été adressées. S'agissant des lignes directrices qui semblent se dégager, je dirais d'abord que ce qui est assez frappant, et pardon pour les collègues qui pourraient s'en trouver un peu bousculés, parce que je vais dire dans quelques instants, c'est qu'il y a un clivage sur la vision de l'organisation des pouvoirs publics dans notre pays qui apparaît assez clairement à la lecture du rapport que nous serons amenés à publier. Clivage entre, d'une part, des forces politiques qui considèrent que l'organisation des pouvoirs publics doit évoluer vers plus de proximité, vers plus de délégation, vers plus de pouvoir de décision à l'échelon local, et qui ne considèrent pas que ce mouvement de transfert de compétences de l'État vers les collectivités est forcément une forme de désengagement, mais qui considèrent qu'il peut s'agir d'une capacité à dynamiser les initiatives locales, à donner plus de vie à la démocratie locale, à être plus efficace, y compris dans nos politiques de solidarité. Et d'autre part, une vision de la décentralisation qui, je dirais, au-delà des oripeaux ou plutôt du discours dans lequel il est inclus
très en soutien aux élus locaux et notamment ruraux, est en fait un discours de méfiance vis-à-vis de la décentralisation. Et je le dis en face de notre collègue Jocelyn de Signy, c'est une vision qu'on arrive à identifier sans trop de difficultés derrière les contributions du Rassemblement national et de la France insoumise, dans lequel on voit qu'il y a un constat aujourd'hui de relative méfiance vis-à-vis des pouvoirs locaux, ou en tout cas vis-à-vis d'un mouvement de décentralisation accru dans les années qui viennent, une vision plutôt centralisatrice de l'organisation de notre territoire. En dehors de ce que je viens d'évoquer, pour le reste, on sent bien que dans l'ensemble des contributions que l'idée de donner plus de liberté et de responsabilité à nos élus locaux, je dis bien plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité, est une idée qui est assez largement partagée au sein de la délégation aux collectivités et plus largement au sein des groupes politiques de notre Assemblée nationale. La première des libertés qui est envisagée par les différents groupes dans leurs contributions, c'est celle qui permettrait de s'affranchir d'un certain nombre de contradictions qui sont issues de l'empilement des lois qui ont réformé l'organisation territoriale de notre pays depuis 1982-1983. Je pense en particulier à l'acte 2 de la décentralisation en 2004, aux lois MAPTAM, nouvelle organisation territoriale de la République, et plus récemment aux lois engagement et proximité et 3DS. L'idée de cette clarification, en tout cas de ce chemin vers une fin des contradictions, vise notamment les rapports entre l'État et les collectivités territoriales et la propension qui est à la fois celle du législateur et je dirais de l'État dans son ensemble d'ailleurs, à continuer à vouloir réglementer, y compris dans le détail, des compétences qui sont pourtant très largement décentralisées par la volonté du même législateur. Et une des conséquences donc à tirer de cette contradiction, je crois que c'est assez largement partagé sur ces bancs, viserait à permettre aux collectivités territoriales, dans des limites qui sont fixées par la loi et par un accord local, à intervenir à la fois de façon plus nette par un exercice du pouvoir réglementaire, ce qui nous imposerait à tous les uns et les autres dans les textes que nous avons à voter. Je regarde ceux qui ont une expérience plus grande que moi ici et qui probablement regarderont ce Conseil avec une forme de sagesse, de renvoyer plus systématiquement au pouvoir réglementaire local. Je voyais encore récemment qu'on a pu légiférer sur les bâtiments scolaires sans le faire. Et d'autre part, à autoriser, ou en tout cas à faciliter, la capacité pour des collectivités à intervenir dans des domaines qui relèvent en principe d'autres strates, de façon exclusive et par accord local. Je pense en particulier à la possibilité, par exemple dans des métropoles, d'assumer, si elles le souhaitent, et en accord avec les départements, des compétences sociales pour le ressort de leur territoire. Un tel mécanisme entre collectivités éviterait ainsi aux élus locaux de rester enfermés dans un schéma de répartition des compétences qui est parfois devenu obsolète et qui ne correspond plus forcément au cadre d'identification de nos concitoyens et de donner corps au principe de différenciation reconnu par la loi 3DS dans son article 1er. Compte tenu des facilités offertes par ce dispositif, il ne me paraît pas, et il ne nous paraît pas, du reste, et je parle pour la très grande majorité des groupes qui se sont exprimés, souhaitable de s'engager dans la voie très délicate du bouleversement institutionnel, c'est-à-dire de la suppression d'une strate, ou même d'une nouvelle aventure de découpage territorial. La suppression d'une strate et la mise en place d'élus communs à 2 échelons, à l'image du conseiller territorial, ne font pas partie des options qui sont retenues par une majorité des groupes. Et j'ai conscience, en le disant et en parlant du conseiller territorial, de ne pas forcément refléter ce qui peut être pensé dans une partie de la majorité présidentielle, mais en tout cas, c'est ainsi que les réponses ont été très majoritairement formulées. S'agissant des libertés locales et de la deuxième trait marquant de ces contributions, ce serait donc, je le disais, la capacité accrue des collectivités territoriales à fixer elles-mêmes les conditions d'application d'une norme fixée au niveau national, c'est-à-dire d'élargir leur pouvoir réglementaire. Vous savez que dans la délégation,
en 2020, une mission avait été confiée, délégation qui était à l'époque présidée par Jean-René Cazeneuve, à deux de nos collègues de l'époque, Monica Michel et Patricia Lemoine, qui siègent toujours dans notre délégation, et que dans leur mission, elles avaient préconisé un renvoi plus systématique aux assemblées délibérantes locales. Je crois que c'est un réflexe qui doit être systématiquement pris. Et je citerai un exemple d'un lieu législatif où ça aurait pu être le cas et où ça ne l'a pas été. Je prends l'exemple de la loi d'orientation des mobilités où un certain nombre de dispositions, je pense par exemple aux dispositions et aux obligations incombant aux fournisseurs de services numériques multimodaux, ont été prévues à l'échelle nationale et sans qu'ils soient renvoyés au pouvoir réglementaire local, ceci alors même que les régions et les intercommunalités étaient déjà très largement investis dans la compétence mobilité à cette époque. C'est un exemple particulièrement parlant, mais de manière générale, je pense que tous les élus locaux ou anciens élus locaux ici présents, et je crois que c'est le cas de tous, ont souvent été saisis par le fait que ce réflexe n'était pas forcément celui du législateur, que de donner cette possibilité à interpréter et à appliquer de façon différente, et surtout à organiser ce cadre d'application réglementaire à l'échelle locale plutôt qu'à l'échelle nationale. Ça supposerait nécessairement que l'autre pouvoir réglementaire, celui du Premier ministre, soit limité, ou en tout cas s'exerce de façon moins systématique. La troisième des libertés locales, qui est également un facteur de responsabilité, consiste à redonner aux élus la capacité de définir eux-mêmes le niveau de ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques qu'ils souhaitent mettre en œuvre au niveau local. Compte tenu de l'autonomie fiscale des départements, qui s'est réduite du côté des départements et avant cela du côté des régions dès 2010, un peu moins d'ailleurs du côté du bloc communal et en particulier des communes, il pourrait être opportun d'attribuer aux collectivités territoriales la possibilité soit d'instaurer une nouvelle contribution au service public local qui serait acquittée par l'ensemble des habitants du territoire concerné. Et c'est une proposition qui est faite par plusieurs groupes qui vise essentiellement à restaurer le lien qui pouvait exister entre les habitants d'une commune et cette commune. Et globalement, cette proposition, elle vise essentiellement d'ailleurs le bloc communal, puisque c'est le lieu où cette capacité à rendre compte d'une politique publique est sans doute la plus forte, la plus directe, en lien avec les citoyens, et où, même si l'autonomie fiscale est restée quasiment stable ces dernières années, contrairement à une idée reçue, la suppression de la taxe d'habitation est venue, je dirais, diluer une partie de ce lien et fait que beaucoup de groupes ont exprimé leur réserve de voir un modèle durablement établi à l'échelle communale, un modèle sur lequel, finalement, le financement de l'action publique reposerait pour une part très importante sur les seuls propriétaires. Et donc, en tout cas, cette idée a été émise par un certain nombre d'entre nous, de même qu'a été évoquée dans ces contributions la possibilité complémentaire ou, à l'inverse, dans un autre modèle, de voir une inscription, soit dans une loi organique, soit dans la Constitution, de répartition de fractions des impôts nationaux qui soient dirigés vers les collectivités territoriales et qui viennent se substituer pour partie au système actuel des dotations. Une autre aspiration, je le disais, ça fait une transition immédiate, qui est exprimée à travers les réponses qui ont été formulées par les différents groupes, c'est celle de repenser le système actuel des dotations, c'est-à-dire des mouvements financiers de l'État vers les collectivités territoriales, système qui est devenu incompréhensible, y compris pour les meilleurs spécialistes de ce sujet, comme l'est notre collègue Christine Pires-Beaune, par exemple. Et quand on parle d'illisibilité de mécanismes financiers, on désigne bien sûr à travers ces dotations des choses qui se sont empilées et agglomérées de façon peu lisible. Dans le fond, ce qu'on appelle aujourd'hui dotation générale de fonctionnement est constitué pour une part d'éléments qui viennent compenser des transferts qui sont parfois extrêmement anciens de l'État aux collectivités territoriales.
c'est ce que j'appellerais, c'est un mécanisme assez comparatif et assez proche de celui qu'on peut trouver dans nos intercommunalités à travers les attributions de compensation qui, en principe, sont fixées avec une juste évaluation des compétences transférées. Je dis ça en regardant notre collègue des Bouches-du-Rhône. Et d'autre part, ce qui est venu s'agglomérer à cette compensation de transfert de compétences, des mécanismes de dotation de solidarité ou de péréquation territoriale, et notamment à travers la DSU et la DSR, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. Et dans le fond, là où cette proposition a pu être émise sur la répartition d'impôts nationaux, c'est essentiellement en substitution de la part de la compensation des compétences transférées que la proposition a été émise, avec, dans l'esprit, je me fais leur interprète, des groupes qui ont émis cette hypothèse, l'idée que seule puisse continuer à persister une dotation de péréquation et donc de remettre complètement à plat ce système des dotations. C'est un chantier assez vaste. Vous avez entendu lors de son intervention qu'Éric Woerth l'aborderait très, très directement. Et donc, je crois qu'il sera intéressant de voir dans quelle mesure ces propositions rencontrent les aspirations d'un certain nombre de nos groupes. Bien évidemment, je le disais dès l'introduction, et c'est un autre point de convergence, l'extension du champ des libertés locales doit donc aller de pair avec la responsabilité qui s'attache au respect des lois. Nous avions posé la question de manière un peu provocatrice dans ce questionnaire de savoir s'il convenait, dans un certain nombre de collectivités, on pensait évidemment aux plus grosses, aux régions, aux départements, aux métropoles qui ont des services juridiques importants, de supprimer le contrôle de légalité a priori pour le concentrer uniquement sur un contrôle a posteriori. Cette question a reçu une réponse négative de l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale. Mais pour autant, tous les groupes, et pour le coup c'est vrai également du groupe du Rassemblement national, ont émis le souhait d'un nécessaire réarmement de l'État déconcentré, je le disais, parce que pour renforcer sa capacité à accompagner les élus dans l'exercice de leurs compétences nouvelles, dans le respect de leur capacité de décision, avec également le souhait qui est émis par une grande majorité des groupes de cette Assemblée de donner au préfet la tâche de coordonner l'expression de la parole de l'État dans les territoires. Certains vont jusqu'à parler de nécessité de mettre fin au système des agences. C'est là aussi un marronnier depuis une dizaine d'années. Mais il y a une très grande unanimité pour confier au préfet donc, cette tâche qui relève en fait d'une forme de coordination interministérielle dans les territoires. Et c'est ce qui amène notamment le groupe Renaissance à proposer que les préfets soient placés sous l'autorité directe du Premier ministre et non plus du ministre de l'Intérieur. Ce qui est là aussi une proposition qui a été formulée à plusieurs reprises, y compris dans cette enceinte à l'Assemblée nationale. Voilà pour l'introduction que je voulais poser, sachant qu'évidemment, chacun des collègues présents est libre de réagir à ce rapport que vous avez naturellement reçu les uns et les autres. Qui souhaite prendre la parole? Donc j'ai une intervention de M. Josselin de Signy. Est-ce qu'il y a d'autres collègues? Oui, Xavier Breton. Monsieur le député de l'Aisne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, vous avez parlé d'un clivage, heureusement, dans notre Assemblée, et heureusement ici également dans cette délégation, nous ne sommes pas toujours tous d'accord. Nous avons effectivement au Rassemblement national une vision qui est différente de celle qui est généralement développée dans cette enceinte comme dans d'autres, car nous voyons l'histoire de notre pays, la manière dont il a été conçu et dont il s'est forgé. Et force est de constater que la France s'est forgée avec un triptyque de communes, de départements et de la nation. Aujourd'hui, les européistes, dont vous faites majoritairement partie, souhaiteraient voir ce modèle se substituer à un triptyque de communautés de communes, de régions et d'Europe. Nous nous y refusons pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'historiquement, cela ne rentre pas dans le fonctionnement que la France
à souhaiter, puisque je rappelle que les élections dans lesquelles les Français se reconnaissent le plus et auxquelles ils participent le plus restent les élections communales et l'élection présidentielle. Et d'autre part, parce que, ça aura échappé à personne, ce ne sont pas des élections, que ce soit l'Europe, que ce soit la région, que ce soit la communauté de communes, ce ne sont pas des élections unipersonnelles à 2 tours, mais ce sont des élections qui sont, donc, pour certaines, comme la communauté de communes, au scrutage universel indirect, et pour les autres, des élections de liste. Donc nous ne voyons pas forcément de bon augure que ce soit ainsi que l'administration française doit être administrée. Alors, on parle de décentralisation, on est dans la délégation de la décentralisation des collectivités territoriales. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que, lorsque le rapporteur, M. Woerth, puisqu'il a, auprès du président de la République, émet son rapport, alors qu'il ne fait pas partie de la délégation et qu'il passe et qu'en réalité son rapport passe au-dessus de notre délégation, est-ce que notre délégation ici a encore un sens? Et est-ce que les travaux que nous menons sont pris en considération au niveau de l'État, au niveau national? Je me pose vraiment la question parce qu'on a entendu la semaine dernière en audition M. Woerth qui nous a expliqué que le rapport était déjà fait, que ses conclusions étaient quasiment rendues, qu'il ne les présentait pas encore parce qu'il laissait le soin au président de la République de le faire. Mais à ce moment-là, la question que je me pose, et avec tout le respect que je vous dois à vous ainsi qu'à cette délégation, où en est notre utilité? Où en est-on de notre utilité et de notre légitimité à proposer des solutions qui, en réalité, ne sont pas prises en considération au plus haut niveau de l'État? Donc, voilà, j'attendrai votre réponse. Et sur le plan de clivage et des leçons qu'on peut nous donner, force est de constater qu'étant donné l'état actuel de dysfonctionnement de la décentralisation, de déficit public de l'État, avec tout le respect que je vous dois et que je dois à mes collègues, on n'a pas de leçons à recevoir des derniers de la classe. Vous reconnaîtrez, mon cher collègue, que le scrutin qui s'est joué il y a 1 an et demi ne fait pas du groupe auquel j'appartiens le dernier de la classe. Mais bon, ça s'appelle le respect du suffrage universel. Monsieur Royer-Perrault, monsieur le vice-président, je reviens à un ordre plus... Pardon, excusez. Et puis ensuite, je donnerai la parole au collègue Xavier Breton. Puis ensuite à Stéphane Delautrette. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, vous remercier pour l'initiative qui a été prise par notre délégation, et je m'inscris totalement en faux avec la perception de notre collègue Dessigny. Je pense que notre délégation a une utilité au sein de cette Assemblée, qu'elle nous permet, nous qui avons pour la plupart siégé dans un certain nombre de collectivités, de pouvoir défendre les intérêts des collectivités, et bien au-delà du sujet typiquement présent de la décentralisation. Moi, je crois très sincèrement que nous sommes les uns et les autres confrontés à une fin d'un cycle, une fin d'une société telle qu'elle a été imaginée, pensée après la Seconde Guerre mondiale, et il nous importe, à nous, législateurs, de travailler à une nouvelle société, et cette nouvelle société, ça passe aussi par précisément une nouvelle organisation de nos institutions. Et il me semble que ce qu'attendent nos administrés, nos concitoyens, c'est l'efficience de l'action publique, l'efficience de l'action publique de l'État, l'efficience de l'action publique des collectivités locales. Et il me semble que ça doit être ce qui doit nous guider les uns et les autres dans les réflexions qui nous animent. Alors merci, Monsieur le Président, pour ce travail qui a été fourni.
pays. Et ce que vous avez rendu à l'instant comme conclusion n'est que le reflet des réponses que les groupes politiques ont exprimées. Et je trouve très surprenant que le collègue du Rassemblement national puisse se sentir offensé par des réponses que le groupe auquel il appartient a lui-même contribué de faire. Sur le fond du sujet, je souhaiterais simplement dire qu'évidemment, il y a une très grande diversité de territoires au sein de notre pays, qu'on sent bien que cette politique de différenciation est une politique qui est très fortement marquée et qui souhaite, en tous les cas, de ce que j'ai pu en entendre et voir, être, je dirais, développée et à l'échelle du territoire national. Et en même temps, on voit bien que nous avons une organisation territoriale de l'État qui se fait autour du préfet, mais d'un préfet qui n'a quand même pas tous les moyens d'action, notamment auprès des services de l'État déconcentrés. Et donc, je ne rentrerai pas sur les différents, je dirais, scénarios et différentes architectures auxquelles on pourrait penser dans le cadre d'une décentralisation rénovée. On aura d'autres travaux qui seront là pour animer nos débats, mais sur précisément l'organisation territoriale de l'État, et notamment sur le rôle du préfet dans le territoire. Quelle est l'approche que vous en avez? Comment vous avez perçu les analyses donc des différents groupes politiques? Est-ce qu'on est sur un préfet tel que nous le connaissons au jour d'aujourd'hui, qui est un animateur des politiques publiques de l'État d'une façon générale, ou est-ce que nous avons des groupes qui plaident, et peut-être majoritairement, je n'en sais rien, pour un préfet qui soit le véritable interlocuteur des services de l'État, de tous les services de l'État, y compris des services déconcentrés? Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole est à Monsieur Xavier Breton, député de l'Ain. Merci, Monsieur le Président. Oui, tout d'abord, merci pour avoir organisé ce travail, parce que je crois que c'est important que notre délégation prenne part, et complètement part, au débat qui est actuellement sur la décentralisation. Il y a effectivement aujourd'hui plusieurs réflexions. On a pu entendre notre collègue Éric Woerth l'autre jour, qui participe à cette réflexion, mais c'est pas, enfin, j'espère que c'est pas le seul vecteur de propositions sur la décentralisation. Voilà, parce que je crois que c'est important qu'on ne soit pas uniquement dans une logique de répéter des impératifs budgétaires de Bercy, etc., mais qu'on ait bien une vision politique de la décentralisation. Et je crois que l'exercice qu'on a au sein de la délégation, avec nos différences, permet cette expression politique. Je crois que c'est aussi normal qu'il y ait des visions différentes. Et c'est bon signe. Les Jacobins, les Girondins, ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est important qu'on fasse vivre cette tension qui peut exister, et avec des allers-retours vers plus de centralisation, un État fort, et puis une confiance au territoire. Nous-mêmes, on est partagés à l'intérieur de nous. On sait bien qu'on a besoin de cet État français, mais d'un autre côté, on sait bien que la force de notre nation réside dans les territoires. Et je crois que c'est important aussi qu'on ne veuille pas clore ce débat, mais le faire vivre, au contraire, parce que ça permet des propositions. Je vous entendais, Monsieur le Président, quand vous indiquiez effectivement tous les textes qui, depuis les lois de 82, qui ont été fondatrices, les lois de fer, effectivement, où il y a eu vraiment une vraie décentralisation et une grande étape qui a été faite depuis. On a beau appeler acte de nouvelle étape de la décentralisation, vous avez parlé de la loi MAPTAM, engagement et proximité, 3DS, on aurait pu rajouter la loi NOTRe, qui a rajouté aussi dans la complexité avec des intercos à plus de 15 000 habitants, là où il n'y en avait pas toujours besoin, des différences de gestion de la compétence de l'eau et l'assainissement. On voit qu'aujourd'hui, c'est des sujets quand même aujourd'hui sur lesquels on est toujours en train de courir sur ce qui a été mal fait à l'époque. Je crois qu'effectivement, il y a besoin de revouloir, d'avoir une vision qui soit un petit peu claire. Alors, la clarté, on est d'accord pour dire que ce n'est pas obligatoirement un bouleversement institutionnel. J'entendais notre collègue tout à l'heure qui faisait référence effectivement à un schéma qui reposait sur commune, département, État. Pourquoi aussi ça a évolué vers intercommunalité, région, Europe? C'est parce que ni les communes, ni les départements, ni les États n'étaient en capacité de répondre aux problèmes, à un besoin. Les communes ne pouvaient plus assumer leurs compétences toutes seules, elles ont eu besoin de l'intercommunalité. Les départements, qui jouent un rôle important en termes de cohésion, de solidarité,
n'avaient pas la taille suffisante en termes notamment de développement économique, de rayonnement. Et l'État, par rapport à des phénomènes dont notamment les phénomènes migratoires, etc., qui vous sont chers, chers collègues, ne peut pas tout seul, et il y avait besoin de l'Europe. Et donc, on a eu besoin de ces strates. Et aujourd'hui, on a ce fameux millefeuille, mais j'étais encore à une inauguration le week-end dernier, où il y avait des subventions, de l'intercommunalité, de département à région, mais quand c'est un millefeuille de subventions, c'est beaucoup plus digeste aussi pour les contribuables, hein, il faut le reconnaître. Donc, et chacun a sa part, donc il ne faut pas vouloir retourner en arrière. C'est vrai que ce n'est pas lisible, mais je crois qu'on devrait plutôt s'attacher d'une part d'un point de vue pragmatique à voir s'il n'y a pas de nouvelles géographies possibles, et sur la base du volontariat. De ne pas vouloir tout bouleverser, c'est une chose, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des régions, je pense notamment à la région Grand Est, qui objectivement posent un problème. Il y avait déjà le problème de l'Alsace, qui dès le départ, Monsieur le Président, vous connaissez bien cette région, était un problème en lui-même, où il y avait une mauvaise réponse. Mais là où il peut y avoir, il y a la Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui, où il y a des interrogations, sur la base du volontariat, il n'est encore pas trop tard, 10 ans, c'est quoi à l'échelle d'une collectivité qui est multiséculaire, etc., des provinces, etc. Il ne faut pas avoir peur de bouger les choses. Et par contre, il peut y avoir un bouleversement institutionnel, et là, je trouve qu'on se retient un petit peu actuellement dans la délégation de nouvelles compétences. Et les lois de fer, c'était aussi ça. C'était aussi des compétences qui étaient transférées complètement à des collectivités, pas à moitié, pas sur une technique. Et aujourd'hui, quand on regarde un certain nombre de compétences qui sont dues au niveau de l'État, il ne s'agit pas encore une fois de remettre en cause le niveau de l'État, c'est que historiquement, à un moment, il arrive au bout de certaines choses. Pourquoi ne pas s'interroger? Je pense dans le domaine de la santé, où on voit, on a pu voir notamment au niveau de la gestion de la crise sanitaire, qu'heureusement, que les initiatives locales ont été prises, heureusement que les collectivités locales étaient là pour répondre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas à avoir une décentralisation? Alors, ce qu'on nous dit toujours, oh là là, attention, en termes d'inégalités. Enfin, je crois que les inégalités sur notre territoire, notamment en termes de santé, aujourd'hui, on est déjà assez champion là-dessus, et ça ne pourrait pas être pire d'une certaine manière. Donc, je trouve qu'on se retient, et j'ai eu l'occasion de poser la question à Eric Woerth, j'ai bien vu qu'il n'y aurait pas de nouvelles propositions là-dessus, en disant, déléguons des compétences qui sont aujourd'hui du domaine de l'État, et complètement à une collectivité, charge à elle ensuite de l'assumer. Encore une fois, imaginez le patrimoine immobilier de l'éducation des écoles ou des collèges et des lycées si on l'avait laissé à l'État. Dans quel état, avec un petit e, ça serait? Heureusement que les collectivités l'ont prise en main. Et ben, je crois que on peut se poser la question aussi dans le domaine de la santé. Deux derniers points. Sur la structuration des services de l'État, nous faisons partie effectivement de ceux qui pensent que le préfet de département peut être le coordonnateur et doit être le coordonnateur de l'ensemble des services de l'État, à condition bien sûr qu'il y ait encore du monde dans les services de l'État au niveau départemental et qu'on ne vide pas ces services au profit des échelons régionaux, parce qu'on voit bien que ce qui est, tant au niveau des préfectures de région que des ARS, etc., éloigne de la décision. Et là où il pouvait y avoir un dialogue direct avec un préfet, je crois qu'on est tous à le regretter. Donc on est partant là-dessus pour redonner une place centrale au préfet de département. Dernier point sur la fiscalité, avec cette idée qu'on voit apparaître de contribution au service public local. D'une part, je vous ai bien entendu, Monsieur le Président, pour dire que c'est la nécessité de restaurer un lien après la funeste réforme de la suppression de la taxe d'habitation. On l'a dit, j'ai fait campagne électorale là-dessus en m'opposant à la suppression d'un impôt. D'habitude, il faut promettre ça pour être élu, mais ça a été une erreur très importante en termes, bien sûr, de fiscalité, mais également en termes de citoyenneté. Voilà, et qu'aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation a des conséquences qu'on est en train de mesurer. Et voilà, il faut simplement l'acter, et que aussi ceux qui ont pris cette décision fassent leur autocritique là-dessus, ce qu'on a du mal parfois à entendre. Et par contre, effectivement, qu'il y ait une nouvelle fiscalité, c'est une chose, mais attention à une fiscalité unique. Fiscalité, il y a des cycles de richesse qui, en fonction, et c'est là aussi où quand il y avait une taxe économique, une taxe en fonction du foncier, une taxe en fonction des habitants, ça permettait de lisser un peu les crises, de vouloir avoir une seule contribution. Il faudrait voir aussi quelles sont les ressources, mais qu'elles ne soient pas dépendantes de la conjoncture, parce que sinon, il n'y aura pas ce lissage qui est aussi important en termes de fiscalité. Encore une fois, il faut avoir aussi un respect de l'histoire dans nos fiscalités, ce qu'on n'a pas eu sûrement au cours des dernières années et décennies. Je vous remercie.
Et donc, Monsieur Stéphane Delautrette, Monsieur le député de la Haute-Vienne, Oui, pour merci. le groupe socialiste. Merci, Président. Bon, je vais essayer d'être court parce que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, beaucoup plus longtemps avec vous. Non, moi, je voulais saluer le travail qui a été initié par notre Président et qui a su le conduire avec toute la neutralité et la hauteur de vue qu'il a fallu. Lui-même l'a rappelé sur certains points évoqués dans le rapport qu'il a présenté. On a des points qui ne correspondent pas, qui sont en divergence avec notamment ce qu'a pu affirmer le Premier ministre il y a très peu de temps à l'occasion d'une question au gouvernement. Et je crois qu'il faut saluer ce positionnement de notre Président sur le sujet et le travail réalisé. Il aurait été totalement anormal que notre délégation ne se saisisse pas au moment où une mission a été confiée à Éric Woerth sur ce sujet-là, que notre commission ne se saisisse pas du sujet avec, disons-le, un rapport qui a permis à chacun des groupes, au travers des questions qui ont été posées, de donner sa position, qui a certes montré des divergences de vues entre les différents groupes, mais qui a surtout permis aussi d'identifier des convergences de vues, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut mettre l'accent, qui vont permettre, en tout cas sur la base du rapport transmis à Éric Woerth, en tout cas de montrer que dans cette Assemblée, il y a une majorité de députés, de groupes différents, sur un certain nombre de points qui convergent et qui vont probablement alimenter sa réflexion dans la proposition qui sera faite. Alors, je ne rentrerai pas beaucoup sur le débat de fond de ce que pourraient être les conclusions de la mission Woerth, puisque nous n'en avons pas encore les conclusions. Viendra le moment où, effectivement, on pourra peut-être les uns les autres faire entendre une voix en disant si vraiment il y a divergence par rapport à tout ce qui peut ressortir sur nos convergences, à nous de l'exprimer le moment venu. Mais à ce stade-là, moi je voulais vraiment saluer le travail qui avait été réalisé, qui était important et qui, comme je le dis, permet quand même de poser, alors même si nous ne sommes pas d'accord tous sur tous les sujets, mais des points sur lesquels nous pouvons en tout cas espérer qu'il y ait des avancées parce que nous sommes un certain nombre à les partager. Merci. Je vais essayer de répondre très vite parce que, comme je le disais à certains d'entre vous, je vais devoir partir à 16h pour la commission spéciale sur la fin de vie. D'abord, sur le sujet du rôle de la délégation par rapport aux missions qui peuvent être confiées. D'abord, il ne faut pas exagérer le caractère exceptionnel du processus qui voit le pouvoir exécutif confier une mission à un groupe ou à un parlementaire pour éclairer la réflexion sur un sujet. Je veux dire, on a tous connu la commission Balladur ou la commission Jospin, avec seulement quelques parlementaires qui participaient. En l'occurrence, il y a 4 parlementaires auprès d'Éric Woerth qui travaillent avec lui très directement. Donc, il n'y a pas d'exceptionnalité de cette façon de faire au regard de ce qu'on a pu vivre ces 20 dernières années. On pourrait citer encore bien d'autres exemples. Et c'est tout à fait normal que la délégation exprime un point de vue. Honnêtement, quand on entend que le collègue Jocelyn de Signy dit le rapport est écrit, non, il n'est pas écrit. Je peux vous dire que les échanges se font encore. Ce que Éric Woerth nous a présenté, c'était pas très longtemps d'ailleurs après l'échange qu'il avait eu avec le président de la République, une forme de bilan d'étape. Les choses ne sont pas stabilisées. J'ai échangé encore tout à l'heure avec un élu local très investi dans des grandes associations d'élus qui me disait que effectivement les échanges sont encore très très ouverts et je vous assure qu'Éric l'encre n'est pas sèche aujourd'hui sur son rapport. Quand je parlais chers collègues députés de l'Aisne, d'un clivage, je ne parlais pas du tout d'un clivage technique, parce que ce que vous avez évoqué, c'est à quelle strate, comment on organise. Ce n'est pas du tout ça que j'évoquais. Je pensais plus à un clivage sur ce qu'évoquait le collègue breton, c'est-à-dire, est-ce qu'on pense que le pouvoir est mieux exercé quand il est exercé plus près ou pas et on est tous, c'est vrai, les uns les autres, partagés. Mais il y a quand même quelque chose, une culture qui est majoritairement girondine, qui s'est exprimée dans les contributions des uns et des autres, donc majoritairement, je dirais, à la confiance aux pouvoirs locaux et à se dire qu'il y a un certain nombre de compétences, y compris aujourd'hui, coordonnées, pensées ou exercées à l'échelle de l'État qui pourraient l'être mieux si elles étaient exercées par les collectivités ou si elles étaient exercées complètement par les collectivités pour des compétences déléguées. Cette vision-là, elle correspond à une vision qui est assez majoritaire dans les groupes qui ont répondu. Et je disais que, de toute évidence,
vous avez répondu par une technique, une identification des collectivités, mais de toute évidence, sur le plan de la philosophie politique, ça n'était pas le cas des contributions du Rassemblement national ou de la France insoumise, où on voit bien que, au-delà de ce que vous avez exprimé comme une forme de nostalgie, c'est bien une méfiance de principe vis-à-vis du mécanisme qui voit l'État central se dessaisir de certaines de ses compétences au profit des collectivités. C'est bien une méfiance de principe qui s'est exprimée. Et d'ailleurs, il ne faut pas trop se lancer dans des... Vous savez que j'ai fait des choses avant d'être engagé dans la vie publique, mais il ne faut pas trop se lancer dans une comparaison historique, parce qu'en réalité, l'histoire de l'État français, c'est une histoire centralisée. Donc quand vous faites référence à un modèle institutionnel, non, la nation française ne s'est pas constituée autour de la commune, du département, c'est pas vrai, et de l'État, elle s'est constituée autour de l'État central. Et à un moment donné, il a été considéré de façon de plus en plus forte au XXe siècle, qu'il était, pour des raisons de nécessité des citoyens de participer à la vie publique, plus près, de meilleur exercice des pouvoirs, de nécessité d'avoir parfois des contre-pouvoirs locaux qui s'expriment, et ça n'a rien de choquant, que c'était mieux que certaines compétences soient exercées plus près. Il y a effectivement le sujet de l'efficacité, mais pas seulement. C'est un sujet de philosophie politique. Et donc on ne peut pas répondre en disant « nous, on préfère telle strate ». C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'abord, est-ce qu'on préfère que le pouvoir soit exercé de façon très concentrée et très centrale, ou est-ce qu'on préfère qu'il soit exercé de façon décentralisée et partagée? Et ce que j'ai exprimé, c'est une vision. Je ne jette pas, c'est pas un regard moral, hein. Comme l'a dit le collègue Breton, c'est des débats qui existent depuis très longtemps et qui ont parfois parcouru, et qui peut-être parcourent encore certaines de nos familles politiques, hein. Mais je constate que de façon organisée, les groupes qui ont fait des réponses, le groupe LR, le groupe socialiste, le groupe écologiste, le groupe Renaissance, le groupe Horizon, le groupe Modem, ont fait des réponses qui allaient plutôt dans le sens d'une volonté de décentralisation accrue, et que ce n'est pas ce qui a été exprimé par les groupes de la France insoumise et du Rassemblement national, où on sent que ce mouvement d'exercice plus près du pouvoir, c'est un mouvement qui est regardé avec une certaine défiance. Donc je l'ai exprimé, et c'est ce qui se retrouve de façon très nette dans le rapport, au-delà des considérations que vous avez évoquées, qui ne sont d'ailleurs pas vraies non plus pour tous les rapports qui sont faits. C'est un sujet de philosophie politique et pas simplement de nostalgie et d'organisation. Du reste, si j'étais taquin, vous parliez de la préférence pour l'élection directe, mais moi qui ai été maire, je sais qu'on n'est pas élu directement par nos concitoyens et qu'il y a d'ailleurs... il y a d'ailleurs des surprises parfois. Il y a eu quelques communes où, en 2020, c'est un autre maire qui a été élu que celui qui avait tiré la liste aux élections. Ça arrive notamment dans les petites communes parfois, quand il y a un vote moins de 1000 habitants. Et effectivement, le collègue Breton le dit, sans doute plus souvent aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et ça a été un peu plus prononcé. On en avait parlé avec le président de la MRF, un peu plus prononcé aux dernières élections municipales, parce qu'il y avait eu un délai assez fort entre les deux tours. Donc voilà, ne fondons pas nos considérations sur des sujets, des considérations de ce type, parce qu'on serait vite détrompé. Sur ce qu'évoquait Lionel Royer-Perrault, je vais quand même lui répondre sur la coordination. C'est deux choses, en fait, le pouvoir, ce qui s'exprime dans notre contribution sur l'État déconcentré. C'est le souhait d'abord que les préfets se saisissent, elle existe aujourd'hui dans notre droit, de la capacité à interpréter la loi telle qu'elle est votée et à exercer une capacité à différencier, à adapter. Ils ne le font pas systématiquement. Il y a une forme de réticence de principe. Il faut essayer de comprendre. Il faut peut-être parce qu'on ne leur rappelle pas suffisamment, qu'on ne les y incite pas. Voilà. Mais c'est d'abord ça. Eux aussi doivent avoir la capacité d'interpréter la norme. Voilà. Et quand Éric Woerth nous dit ici, devant la délégation aux collectivités territoriales, que sur le système des dotations à l'investissement actuel, FNADT, DECIL, FIPD et bien sûr DETR, qu'il serait peut-être souhaitable d'avoir quelque chose de plus simple qui soit à la main des préfets, il ne dit pas autre chose que la capacité à interpréter les volontés du législateur à travers des décisions dans l'accompagnement des collectivités en investissement qui sont prises à l'échelle locale. Donc il y a d'une part le renforcement
la clarification, l'incitation aux préfets à se saisir vraiment de leur capacité à interpréter la norme telle qu'elle est produite par le législateur. Et d'autre part, c'est une autre chose, la capacité des préfets à coordonner l'expression de la parole de l'État dans les territoires. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de le dire, mais il n'y a rien de plus exaspérant quand on est élu local et qu'on a un projet un peu complexe d'avoir des représentants de 4, 5 ou 6 organismes de l'État, des établissements publics, etc., fonciers, des agences, qui ne se sont pas coordonnés avant la réunion, et on a l'impression que plutôt que de faire avancer le projet, le sujet de la réunion, c'est de coordonner la parole de l'État. Ça, c'est pas possible. Et effectivement, quand on a des sites à fort enjeu, on a des collègues parfois qui expriment une forme d'exaspération vis-à-vis de ce fonctionnement, et c'est pas possible, c'est pas souhaitable. Et pour prendre l'exemple qu'utilisait Xavier Breton sur les inaugurations, ça n'est que le versant le plus emblématique de cela, mais on ne peut pas avoir plusieurs personnes qui s'expriment au nom de l'État dans une inauguration, en principe. Non, mais on l'a tous vécu. Hein, voilà. Je reviens à ce qu'a dit Xavier Breton. Sur la nouvelle géographie, bon, malgré tout, ce qui se dégage majoritairement, c'est la volonté de ne pas redécouper, sauf par accord local entre les collectivités concernées. Et le sujet, d'ailleurs, je pourrais parler longuement du sujet du Grand Est, mais je demande à tous ceux qui s'expriment sur le sujet de regarder précisément sur les compétences régionales, les mobilités, le développement économique. Je rappelle que le Grand Est a été et est toujours dans les 2 régions qui accueillent le plus d'investissements étrangers ces dernières années, les plus attractives. Sur la formation professionnelle et sur l'enseignement supérieur, je demande à ce qu'on regarde vraiment les résultats produits. En matière de mobilité, par exemple, 190 000 personnes tous les jours dans les trains, plus 25% de trains qui circulent depuis 2016, plus 78% d'investissement sur le périmètre alsacien depuis 2016 par rapport au CPER précédent. Je ne veux rien dire, mais en tout cas, vis-à-vis des politiques publiques que je connais bien, je connais des régions, il y en a qui dysfonctionnent, des grandes régions, il y en a qui marchent. Je veux bien qu'on fasse la comparaison du Grand Est avec les autres, mais j'arrêterai là ce sujet. En revanche, qu'il puisse y avoir, effectivement, quand il y a un accord local large sur des compétences, y compris dans ce cas-là, ou sur la volonté de simplifier, on entend parfois parler de cela pour la Bretagne, avec une forme de coordination qui est très forte entre les 4 départements. Et pourquoi pas ? C'est pas aux législateurs. Mais je dirais qu'il faut que ça parte du bas. Hein. Ça ne peut pas être quelque chose, et dans un accord local assez large. Ça existe. Ça existe. La vie locale entre les collectivités, c'est pas juste la guerre ou la crainte de l'empiètement du pouvoir. C'est aussi, dans un certain nombre de cas, des dynamiques communes et des volontés de rassembler. Sur les délégations, vous le disiez, de nouvelles compétences, cette fois-ci de l'État vers les collectivités, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui pourraient être coordonnées de façon plus efficace. La santé, on a je dis on, c'est collectif. Je suis ici depuis 1 an et demi, mais il y a eu un mouvement vers une administration de la santé qui s'est plutôt renforcée. On le voit d'ailleurs dans chacun de nos hôpitaux. Et un petit peu une organisation de la santé qui s'est méfiée des élus locaux, et vraisemblablement qu'on ira vers d'autres évolutions dans les années qui viennent et qu'on sera amené à le vivre ensemble. Sur le sujet de la taxe d'habitation, bon, le sujet de la taxe d'habitation, je ne vais pas le rouvrir ici, c'est un débat auquel moi je n'ai pas participé directement, mais la taxe telle qu'elle existait posait un problème. D'abord, l'assiette n'était pas universelle. Dans des villes qui étaient pauvres ou des villages pauvres, il y avait parfois 1 tiers, voire 2 tiers de la population qui était partiellement ou totalement exonérée du paiement de cette taxe. Et puis, ça avait installé une forme de très forte concurrence fiscale, parfois entre des villes moyennes et des communes alentours. Il ne faut jamais oublier que les villes moyennes réclamaient la suppression de la taxe d'habitation depuis parfois assez longtemps pour supprimer cette concurrence fiscale. C'est plus le défaut de capacité à s'unir sur une proposition alternative qui aurait succédé à cette taxe, une contribution universelle, même symbolique, pour tous les revenus, à la production de services publics locaux, qui a abouti à la situation où on est aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas du tout nostalgique de la taxe d'habitation. En revanche, vraiment pas du tout.
Et se dire que, et je pense que la supprimer était une bonne décision. En revanche, qu'on n'ait pas su, à ce moment-là, imaginer autre chose de plus universel et où tout le monde participait d'une façon ou d'une autre, ça, c'est un regret qu'on peut avoir, oui. Et surtout à l'échelle locale. Pour Stéphane Delautrette a exprimé sa satisfaction sur ce travail. Je sais que les questions qu'on avait adressées ont été regardées de très près par Éric Woerth. Je sais qu'il fera bon usage de ce rapport et je vais essayer de me faire le porte-parole de la délégation dans ses expressions, y compris sur des sujets moins simples et sur lesquels on est peut-être un peu divergent avec ce qui pourra être proposé. En tout état de cause, je crois que ce que font apparaître les réponses, et je l'ai dit d'entrée, c'est que on sent tous que ce cycle formidable qui a été ouvert au début des années 80 de libéralisme politique, de mise en responsabilité, de démocratie locale, il faut aujourd'hui le faire revivre, lui redonner de la force, que c'est probablement une des façons de lutter contre la défiance vis-à-vis du pouvoir politique au sens général dans notre pays. Et je le disais que ça doit s'accompagner d'un renforcement de l'État déconcentré. Alors soyons modestes dans la manière dont on légifère, renvoyons plus systématiquement au pouvoir réglementaire local, et je crois qu'on aura fait aussi notre petite part du chemin. Voilà, merci à toutes et à tous. Vous êtes d'accord sur la publication du rapport, chers collègues? Voilà, merci beaucoup.